pression, les fluides, la composition chimique de la roche et le temps. On commence par la température. Donc pour la température, on a le gradient géothermique. Donc la première source qu'on peut avoir, c'est le gradient géothermique. Donc qu'est-ce qu'un gradient géothermique? C'est l'augmentation de la température en fonction de la profondeur. Comme vous voyez sur cette figure, à 1000 mètres par exemple, on a 40 degrés C, à 2000 on a 70, etc. Donc généralement, d'une façon naturelle, la température augmente en fonction de la profondeur. La deuxième source de température qu'on peut avoir, c'est celle qui est en liaison avec la proximité d'une chambre magmatique. Donc, regardez ici, comme on a dit, on a le gradient géothermique, bien l'augmentation en fonction de la profondeur, est aussi en fonction de la proximité des chambres magmatiques. Donc, la température ici, par exemple, peut être beaucoup plus intéressante que celle ici. Donc, c'est une deuxième source de température et ces roches qui sont en contact de cette chambre magmatique seront métamorphisées. Le deuxième facteur, c'est la pression. C'est l'un des facteurs les plus importants du métamorphisme. Et dans cette pression, on va commencer tout d'abord par la pression lithostatique, qui est la pression exercée sur une roche par les roches qui la surmontent. Si on prend par exemple un échantillon ici, si on mesure la pression exercée sur cet échantillon, on va trouver qu'elle est inférieure à un échantillon à une profondeur beaucoup plus grande, ce qui est normal parce que le poids des roches qui la surmontent va augmenter et donc la pression par conséquent va augmenter aussi. Et donc cette pression, c'est comme le gradient géothermique, la pression lithostatique aussi augmente en fonction de la profondeur mais aussi en fonction de la densité des roches. Donc si les échantillons sont beaucoup plus denses dans un milieu par rapport à un autre, si on prend la même profondeur, on va trouver des pressions différentes. Et donc, cette pression à des profondeurs très très importantes va augmenter et va causer du métamorphisme. D'accord? Et elle est aussi caractérisée par le fait qu'elle est isotrope, c'est-à-dire que la pression est égale dans les différents points de l'échantillon. Le deuxième type de contrainte, c'est les contraintes tectoniques. Il s'agit de la pression exercée sur les roches par l'action des forces tectoniques. Donc, comme on voit ici sur cette figure, on voit un échantillon à l'état initial A qui sera sous des pressions tectoniques d'une direction bien définie et donc qui sera déformé d'une façon perpendiculaire à la direction de la force ou bien de la contrainte principale. D'accord? Donc regardez, il sera tassé selon cette direction et allongé selon la direction qui est perpendiculaire à la direction de la contrainte principale. Donc contrairement aux contraintes lithostatiques, cette contrainte est anisotrope, donc elle est orientée et engendre des déformations et l'apparition de nouvelles structures à différentes échelles, c'est-à-dire à petite échelle et à grande échelle. Donc on va voir des déformations structurales à l'échelle de l'échantillon qu'on va expliquer par la suite, et on voit qu'on a aussi des déformations à l'échelle macroscopique des grandes roches, et ce qui donne des plis, etc. Donc, c'est les contraintes tectoniques. Le troisième facteur, c'est les fluides, en particulier le H2O,
qui sont indispensables à la dissolution des phases. Il assure la diffusion et la migration des éléments chimiques à la base des nouveaux minéraux. Donc la vitesse de réaction est extrêmement réduite en l'absence de fluide. Donc les fluides aussi se considèrent comme un facteur très important qui facilite ou bien qui augmente la vitesse de réaction à l'état microscopique ou bien à l'échelle minéralogique, à l'état des minéraux. Et ce qui fait ce fluide, bien, le H2O surtout joue un très grand rôle pour la transformation des roches métamorphiques. Le quatrième facteur, c'est la composition chimique, c'est-à-dire la composition chimique de la roche-mère. Donc, si on prend par exemple une roche, un grès, quand il sera soumis à de nouvelles conditions, il va donner un quartzite. Donc, la roche métamorphique des grès, c'est le quartzite. Par contre, quand on prend un conglomérat, il va donner un métaconglomérat. Donc, regardez, la composition chimique aussi de la roche-mère joue un rôle très important dans le métamorphisme. Le cinquième facteur, c'est le temps. Donc, c'est un facteur important car il faut que les conditions physico-chimiques soient modifiées durablement pour que les transformations minéralogiques et structurales aient le temps de se produire. Donc, comme on a vu dans la slide des transformations minéralogiques, on a vu 3 états. Donc, l'état où les minéraux ont commencé à se transformer. Donc, pour que le minéral se transforme complètement à un minéral secondaire, il lui faut le temps. Donc, il faut suffisamment de temps pour que ces transformations se produisent. Et comme on a dit, il faut aussi du fluide qui est l'eau pour faciliter, bien pour augmenter la vitesse de cette transformation. Donc le temps aussi est un facteur très important.